Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Nectaria Nikolakakis. On parle ensemble du stress vécu en milieu professionnel. Il y a une nouvelle loi à ce sujet d'ailleurs en vigueur. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, les phobies étranges. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa chronique, la violence au travail. Bienvenue chez nous. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Mme Nectaria Nikolakakis. Bienvenue à Folie douce. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère scientifique spécialisée à l'unité de santé au travail à l'Institut national de santé publique du Québec. On va le dire une fois au long. Ça va nous mettre la table. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Parce qu'on va parler d'un sujet bien intéressant, le milieu du travail, en fait, et le stress qui est vécu en milieu de travail. Il y a une loi qui a été adoptée et mise en place assez récemment. Comment vous pouvez nous mettre la table sur le sujet? Puis on va évidemment échanger sur le sujet. Oui, absolument. En fait, le travail qu'on fait à l'Institut, et dans mon cas, c'est qu'on s'intéresse à l'état de santé de la population et à ses déterminants. Et dans notre cas, la population qui nous intéresse, c'est celle des travailleurs et des travailleuses et des facteurs qui pourraient influencer leur santé. Donc, c'est la santé au travail. Et parmi les déterminants de la santé, on a les conditions de travail, l'organisation du travail, les relations sociales au travail qui peuvent donner lieu à ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux, donc des facteurs de stress qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé physique et psychologique des personnes en emploi. Qu'est-ce que fait que tout à coup, on a voulu s'intéresser à ça, qu'il y a une loi qui est gérée par la CNESST, je pense. Donc, c'est du sérieux, là. Qu'est-ce qui fait que tout ça a pris place et puis qu'on a pu aller de l'avant avec ça? En fait, ces facteurs de risque psychosociaux sont connus depuis assez longtemps dans la littérature scientifique, au moins depuis les années 70. Et les connaissances s'accumulent depuis donc au moins 50 ans sur l'effet nocif de l'exposition à ces facteurs. Donc, ce sont des facteurs, on parle entre autres de la charge de travail élevée, d'une autonomie faible au travail, reconnaissance faible, de soutien de la part des collègues supérieurs. Et les chercheurs ont montré depuis longtemps que l'exposition à ces facteurs augmentait le risque d'épuisement professionnel, d'anxiété, de dépression, de problèmes de santé cardiovasculaire et d'autres issues défavorables de santé. Et avec le fil des ans à l'Institut national de santé publique du Québec, depuis au moins 25 ans, on s'intéresse à ces facteurs. Mais comme vous dites, il y a eu cette modernisation du régime et on reconnaît maintenant de façon explicite ces facteurs de risque que les employeurs ont l'obligation d'identifier, de corriger et de contrôler au même titre que tous les autres risques dans le milieu du travail, que ce soit des risques physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques. Donc, ça a toujours été le cas que les employeurs et les milieux de travail doivent identifier les risques pour la santé des travailleurs et des travailleuses, mais la loi est maintenant explicite sur le fait que les employeurs doivent protéger non seulement l'intégrité physique, mais aussi l'intégrité psychique et de veiller à identifier et prendre en charge les risques psychosociaux du travail. Donc, c'est tout simplement, c'est rendu plus explicite par rapport à ce que c'était avant. On a l'impression qu'on est à des années-lumière. Tu sais, le milieu du travail, les gens, fallait qu'ils acceptent ce qui se passait. Puis souvent, il y avait toutes sortes de problématiques, puis même physiques à une certaine époque. Là, mais psychologiquement, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont vécu des stress incroyables là, psychologiques. Puis c'est bien qu'on soit rendu là, mais il me semble que on est tellement passé d'un milieu de travail qui était un petit peu nonchalant ou en tout cas négligent pour certains employés à un milieu qui fait enfin attention à ses employés, puis spécialement psychiquement, je pense que c'est très important. Oui, et je dirais qu'il y a quand même des secteurs où on se préoccupait déjà de la santé psychologique des personnes. Par exemple, on peut penser au secteur de l'agriculture où il y a depuis des années plusieurs initiatives, des réseaux de sentinelles, bref, différentes activités, initiatives pour veiller à protéger la santé mentale des producteurs agricoles qui sont connus comme une population à risque de problèmes de santé mentale. Donc, même si la loi n'était pas encore modernisée, il y a quand même des choses qui se faisaient dans les milieux de travail, dépendamment des secteurs. Il y avait certains milieux plus sensibilisés que d'autres, mais il y avait quand même du mouvement et des actions qui étaient prises par les milieux.
Comment on pourrait décrire la situation actuellement? Est-ce qu'on pourrait dire que quand même, même avant cette loi-là, avant que les employeurs soient obligés, d'une certaine façon, de faire plus attention à la santé psychologique de leurs employés, est-ce que c'était déjà bien parti? En fait, est-ce qu'il y avait déjà en place dans certaines entreprises des mesures qui permettaient aux employés d'être en meilleur état? Ça dépend des milieux, mais certainement certains milieux mettaient déjà en place différentes stratégies ou pratiques pour favoriser certains éléments. Par exemple, pour gérer la charge de travail élevée, on peut penser à l'aménagement des horaires. Dans certains milieux, on donne plus de flexibilité. Donc, il y a quand même des mesures qui sont en place qui peuvent être différentes d'un milieu à l'autre et qui visent justement ces facteurs de risque psychosociaux, même si on n'employait pas le terme risques psychosociaux. Il y avait quand même des actions en place pour essayer de donner une marge de manœuvre aux employés dans certains milieux, pour donner plus de soutien, des formes de reconnaissance, la reconnaissance salariale. Donc, on s'intéressait quand même à ces choses-là, même si on les nommait pas comme ils sont nommés aujourd'hui dans la loi, les facteurs de risque psychosociaux. OK. Vous êtes conseillère scientifique, comme on disait un petit peu plus tôt, à l'Institut national de santé publique du Québec. Savez-vous s'il y a des milieux dans d'autres pays ou dans d'autres juridictions qui sont déjà plus avancés que nous au Québec? Est-ce qu'il y a des exemples qui peuvent être pris d'ailleurs pour s'inspirer finalement? Je dirais qu'on est quand même bien au Québec. Il y a d'autres juridictions canadiennes qui sont également sensibilisées à l'exposition à ces facteurs de risque, à protéger la santé mentale. Il y a une norme canadienne volontaire de l'Association canadienne de normalisation qui vise justement à mettre en place un système de gestion des risques pour la santé et la sécurité psychologique. Et ailleurs en Europe aussi, il y a des initiatives. En France, on s'intéresse à ces facteurs de risque-là depuis des années également. Donc, je dirais que c'est parce que la recherche scientifique est internationale et que ces facteurs sont connus depuis au moins les 50 dernières années. Il y a plusieurs pays dans le monde qui font déjà des choses pour justement réduire l'exposition à ces facteurs de risque et protéger la santé physique et psychologique de leurs travailleurs et de leurs travailleuses. Et on se rend compte aussi qu'avec les pénuries de main-d'œuvre et avec il faut s'occuper de son monde, en fait, il faut s'occuper de ses employés. J'imagine que les employeurs sont de plus en plus conscients de ça aussi. Oui, ils sont conscients. Il y a des défis aussi parce qu'on dit qu'il y a des façons de gérer, d'identifier, de corriger les risques psychosociaux du travail, mais c'est pas toujours facile. Les solutions sont pas toujours évidentes, mais on peut quand même mettre en place des choses qui visent à réduire la charge, visent à s'attaquer à ces facteurs de risque. Et les solutions sont des solutions sur mesure dont chaque milieu de travail doit regarder ce qui va pas bien, identifier les besoins, identifier les risques propres à son milieu et à la façon qu'ils se manifestent aussi, parce qu'on peut parler d'une charge de travail élevée causée par une pénurie dans un milieu, mais on peut parler d'une charge de travail élevée dans un autre milieu qui n'a rien à voir avec une pénurie de main-d'œuvre, mais plus avec l'organisation des tâches ou des horaires. Donc, faut vraiment regarder dans chaque milieu de travail qu'est-ce qui fait mal, c'est quoi les besoins et quelles seraient les solutions possibles qui sont adaptées aux besoins des travailleurs, des travailleuses aussi, qui ont du sens aussi par rapport au travail réalisé par ces personnes. Puis on a l'impression qu'avec les technologies de l'information, avec la façon de se faire rejoindre facilement par courriel, par téléphone, par toutes sortes de façons, on a l'impression que la charge de travail est beaucoup plus lourde parce qu'on s'attend toujours à ce qu'on fasse rapidement les choses, alors qu'à une époque, on avait le temps de réfléchir, peut-être que c'était moins productif, entre guillemets, mais on arrivait quand même à faire les choses. Donc, est-ce que de ce côté-là aussi, il y a peut-être une rééducation à faire, de dire aux gens, par exemple, aux employeurs, avertissez vos employés que à un certain moment, il faut peut-être débrancher pour être en meilleure forme pour revenir le lendemain au bureau ou à distance, mais d'être conscient que l'employé aussi a besoin peut-être de décrocher un peu de son travail. Oui, c'est sûr. La thématique du télétravail est d'intérêt et pour nous aussi à l'Institut. C'est une modalité de travail qui a pris de l'ampleur avec la pandémie et qui est là pour rester. Et on étudie toujours, je dirais, dans la littérature scientifique, les effets sont un peu partagés. On ne peut pas encore comprendre dans quel contexte est-ce que le télétravail est associé à d'autres risques. Et dans d'autres contextes, il pourrait avoir un effet protecteur, par exemple, favoriser la conciliation travail-vie personnelle. Donc, la recherche continue pour essayer de bien comprendre ce phénomène du télétravail, ses effets sur la santé. Mais les employeurs peuvent quand même voir dans leur propre milieu. Est-ce que le télétravail est quelque chose qui est bénéfique pour le personnel? Quels sont les besoins?
qui émanent des travailleurs et voir ensemble là, comment utiliser cette modalité de travail. Il y a aussi des pays qui ont mis en place des politiques de déconnexion justement pour éviter que les gens restent ou que les milieux exigent que les personnes soient toujours disponibles sur les écrans. Donc, je crois que la France avait mis en place une telle politique. Il y a peut-être d'autres juridictions aussi. Mais c'est un exemple de stratégie là, qui pourrait être mise en place pour justement aider à gérer la charge de travail et l'équilibre entre les exigences de la sphère personnelle et professionnelle aussi. Les employeurs qui veulent justement améliorer leurs pratiques et tout ça, est-ce qu'il y a de l'aide? Est-ce que, par exemple, l'Institut national de la santé publique peut apporter de l'aide ou il y a d'autres instances qui peuvent donner de l'aide aux employeurs qui voudraient améliorer leur façon de travailler? Oui, bon, à l'Institut, on essaie de fournir l'expertise, des outils, mais il y a au Québec un réseau de santé publique en santé au travail. C'est un ensemble d'intervenants répartis dans toutes les régions du Québec. Des spécialistes incluant des ergonomes, des hygiénistes du travail, des infirmières, des médecins spécialistes aussi, par exemple, et qui sont là justement pour accompagner les milieux de travail qui voudraient se lancer dans une démarche de prévention de ces facteurs de risques psychosociaux, de ces facteurs de stress. Il y a aussi des associations sectorielles paritaires qu'on appelle, donc des conseillers en prévention qui sont également disponibles pour accompagner les milieux de travail qui voudraient se lancer dans une telle démarche de prévention. C'est intéressant. Il nous reste environ 2 minutes. Qu'est-ce qui vous fascine? Vous travaillez donc à améliorer le monde du travail. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce domaine-là? Je dirais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre la réalité du travailleur, de la travailleuse, les aspects de son travail, comment il s'y prend, parce qu'on sait qu'il y a le travail prescrit, en théorie, ce qu'on fait, puis il y a le travail réel, puis il y a des écarts souvent entre le travail prescrit et le réel, parce que le travailleur, il adapte sa façon de faire justement pour équilibrer sa santé puis les exigences de productivité, d'efficacité. Puis c'est des notions qu'on retrouve beaucoup dans le domaine de l'ergonomie. Mais je dirais que c'est vraiment la réalité des personnes qui travaillent, de comprendre comment ils font, puis quels pourraient être les facteurs pour les protéger leur santé ou les facteurs qui pourraient porter atteinte à leur santé. C'est intéressant. Ben, c'est un beau défi puis qui est pas prêt d'être résolu, malheureusement, puis il y a beaucoup de travail à faire, puis il y a beaucoup de types de milieux de travail, etc. Donc, c'est intéressant, c'est stimulant, en fait, comme travail, ce que vous faites. Oui, et plusieurs défis à relever, tant pour nous à l'Institut que pour les milieux de travail. Oui. Avant de terminer, j'aimerais ça que vous puissiez nous mentionner comment on peut en savoir plus sur tout ça, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est gérée par le CNESST, mais il y a toutes sortes d'informations. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information aux auditeurs? Oui, les gens pourraient visiter le site web de la CNSST, mais aussi notre site web de l'Institut. C'est au www.inspq.qc.ca et visiter notre page sur les risques psychosociaux du travail. Ils vont trouver des informations sur ce que c'est que ces facteurs de risque et sur différents outils là, qui permettraient de prévenir l'exposition à ces facteurs de risque, là, de trouver des pratiques de gestion pour diminuer l'exposition à ces facteurs. C'est très intéressant. Ça va être à suivre. On améliore toujours la façon de faire dans le milieu de travail. C'est intéressant qu'on sache que ça se fait. C'est pas tout le monde qui est au courant, donc c'est vraiment bien. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Nectaria Nicolas Kakis. Et puis, vous êtes donc conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci beaucoup d'avoir expliqué cette question. Puis à la prochaine, avec plaisir. Ça m'a fait plaisir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, les phobies étranges ou les phobies étranges. Oui, il faut faire sa liaison. Si on fait liaison, mais ça reste des phobies étranges. Oui, parce que les phobies, il y en a énormément de différentes sortes et il y en a qui peuvent être très étranges, même des phobies que personne ne connaît. Oui, il y en a beaucoup de phobies. Tu sais, on connaît souvent les phobies qu'on répète souvent. Mais... La peur des araignées, la peur des serpents. C'est ça. Puis l'agoraphobie, puis ces choses-là, c'est très fréquent, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Il y en a, je dirais, une infinité. Oui. Alors, en fait, j'ai pris ça, je vais avoir 3 différents articles comme référence. Le premier s'appelle « 10 phobies très étranges que personne ne veut avoir ». Et ça se comprend. Alors, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle « Le Nouveau Moi ».
On nous dit, dès le départ, beaucoup d'entre nous avons peur du vide, des insectes, de la foule ou du noir. Ce sont des phobies assez courantes partagées par un grand nombre. Mais il existe des phobies beaucoup moins répandues, des phobies que d'aucuns pourraient qualifier d'étranges, mais pourtant bien réelles. Alors voici 10 peurs inusitées que vous ne souhaiteriez probablement jamais avoir. Et en passant, ce qui mentionne parce que la phobie, je pense qu'il faut que ça devienne handicapant pour appeler ça une phobie. Hein. On peut avoir une certaine peur de quelque chose, mais quand c'est pas handicapant... Une espèce de peur incontrôlable. Qui nous empêche des fois soit de sortir, de fonctionner, etc. Oui. Alors, il y en a une qui s'appelle... Je vais essayer de te faire deviner, mais je ne pense pas que tu l'aies parce que c'est trop compliqué. Alors, il y en a une qui s'appelle la coulrophobie. Oh boy, non, vraiment. Alors, je te la donne. C'est la peur des clowns. Oh! Imagine-toi. Alors, on nous dit que c'est peut-être la faute de Stephen King si certaines personnes ont une peur bleue des clowns. Il faut dire qu'outre le célèbre écrivain américain, le cinéma a également fortement contribué à faire de ce personnage censé amuser les enfants un tueur en série assoiffé de sang. Ouais. Une autre peur, la gynophobie. C'est la peur, imagine-toi, du bavardage. On nous dit quoi de plus courant que de bavarder avec un ami? Pourtant, si une personne souffrant de gynophobie peut prendre peur, ce qui ne manquera certainement pas de susciter chez vous un certain étonnement face à cette réaction. Oui, ça m'étonne comme phobie, effectivement. Ouais. Il y en a une qui s'appelle l'allectorophobie. Ça, tu ne devineras jamais. Non. C'est la peur du poulet. Oh. Imagine-toi. Oh. C'est marqué, vous ne verrez jamais un alectorophobe dans un poulailler. Et pour cause, il a peur des poulets. Cette phobie se vit plutôt bien dans les grandes villes, mais elle peut être gênante quand on habite un peu trop proche d'une ferme. Seulement des poulets vivants, évidemment. Oui, j'imagine. Oui. Peut-être que la personne a peur aussi des images d'un poulet. Peut-être, oui. Oui, il faut voir. Oui. Et tu sais qu'en France, un poulet, ça peut être un policier. Oui, moi aussi. Ouais. Je pense pas que ce soit la même sorte. Non. Alors, on nous dit, est-ce que la personne qui en souffre est aussi mal à l'aise dans un restaurant qui sert du poulet frit? C'est à vérifier. C'est un peu mon interrogation. Maintenant, tiens-toi prêt, parce que la prochaine est longue, je vais essayer de ne pas me tromper. Ouais. Ça s'appelle la paraskevidécatriaphobie. Oh, déjà, c'est compliqué. Veux-tu l'avoir encore? Peut-être c'est la phobie des choses compliquées, non? Oui, je vais l'avoir pour voir si t'es capable. C'est la paraskevidécatriaphobie. Et ça, c'est la peur du vendredi 13. Pour certains, c'est le jour où il faut prendre un billet de loterie ou aller miser toutes ses économies sur le rouge au casino. Pour d'autres, le vendredi 13 n'a rien d'amusant et est même synonyme d'angoisse, une angoisse qui ne dure heureusement que 24 heures. Et s'il suffisait de se dire qu'il ne sert à rien d'être superstitieux puisque ça porte malheur. Oui. Et tu sais qu'il y a des endroits qui n'ont pas de 13e étage ou pas de 13e chose. Oui. Et c'est fréquent, ça, je pense, les édifices où il n'y a pas de 13e étage. Il y en a plusieurs. Hein. Mais effectivement, le vendredi 13, il y en a qui ont des phobies de ça. Oui, Ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Oui. Je pense même, je peux me tromper, mais je pense que la majorité des édifices n'ont pas de 13e étage. Oui, c'est bien possible. Il faudrait vérifier. On va mettre une équipe là-dessus. On va mettre un homme là-dessus. Oh, ouais. Il y a aussi la stasophobie. Ça, c'est la peur, imagine-toi, de rester debout. Voici une phobie pour le moins originale, puisqu'elle consiste, pour la personne qui en est atteinte, à avoir peur de rester debout. Autant dire que les déplacements en métro aux heures de pointe peuvent être plutôt stressants pour elle. Et adieu les files d'attente pour réserver des billets pour un spectacle. Oui, à moins que tu amènes une chaise pliante. Oui, que tu t'assoies toujours. Peut-être c'est que les amateurs d'auto, peut-être qui aiment ça, être assis souvent dans la voiture. Tu peux amener ta chaise pliante, il ne faut pas que tu aies une phobie des chaises pliantes. Non, c'est ça, ou un petit banc, quelque chose de... Ouais. Ouais. Ensuite, il y a la taphophobie. Ça, c'est la peur d'être enterré vivant. La mort n'est pas un sujet forcément très amusant, mais encore moins pour un taphophobe, qui redoute plus que tout d'être enterré vivant. Certaines personnes demandent même d'être enterrées avec un téléphone, histoire de pouvoir se manifester si la mort n'était finalement pas définitive. Est-ce qu'il y aura un examen, d'ailleurs, à la fin de l'émission, Pierre, sur il y a quand même des noms difficiles. Oui, il y aura un test. Non, rassure-toi, il n'y en a pas mais tu n'as pas de phobie de ça, j'espère. Non, ça va, hein, date, ça va. Il y a, tiens-toi bien,
ce qu'on appelle l'allopophobie. C'est la peur des chauves. Vous saviez sûrement que quand on perd ses cheveux, on appelle ça l'alopécie. Moi, je ne le savais pas. Mais saviez-vous qu'il y a des gens qui ont une peur panique des chauves? C'est victime d'alopécie. Oui, et on les appelle les allopophobes. Regardez les films de Bruce Willis ou des publicités de Martin Matt ne doit pas être forcément très agréable pour eux. Ensuite, il y a la butyrophobie. Ça, c'est la peur du beurre. Dans la série des phobies alimentaires, on trouve la butyrophobie, la phobie du beurre. Ce sont des personnes qui n'iront jamais ouvrir la porte du réfrigérateur qui n'est pas le leur de peur de tomber nez à nez avec la source de leur angoisse. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et on poursuivra un peu plus tard. Oui, bien sûr, on va continuer avec ça, un beau sujet, intéressant et surtout surprenant, les phobies étranges. À venir à Folie douce, Catherine Stassin nous propose son sujet de chronique, la violence au travail. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec les phobies étranges. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. Nous sommes maintenant rendus au segment de Catherine Stassin, ta chronique, donc Catherine, sur la violence au travail cette semaine. On va essayer de ne pas trop rire avec ça, parce que c'est quand même un sujet sérieux. Puis on va essayer surtout d'informer, de dédramatiser la chose. Ça existe, là, la violence au travail. Elle existe. C'est pas drôle. Ça, il n'y a rien à faire, qu'elle soit psychologique ou physique. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la psychologique, beaucoup de monde ont déjà été témoins de plusieurs violences psychologiques. C'est un classique. Oui, c'est un classique, là. Qui n'a pas été victime d'une violence psychologique au travail. Une espèce de guerre de clan, des fois, 2-3 personnes qui se mettent contre ça, c'est de la violence. Hein. Voilà. Bon, physique, c'est un peu plus rare, heureusement. Ou en tout cas... Mais j'ai déjà été témoin de violence physique. Physique. Oui, ça arrive. Ça arrive dans des milieux, le monde s'échauffe. Tu sais, la pleine lune, des fois, ça échauffe les esprits, je sais pas. Et il faut dire qu'aussi, quand on parle de violence, tu me permets d'introduire quelque chose, c'est la notion d'interne et externe. C'est-à-dire que ça peut être entre collègues, mais quand on travaille en clientèle, ça peut être un client qui vient taper quelqu'un. Oui, moi, je l'ai vécu au travail aussi. C'est vrai, exactement. Qui s'en prennent à des gens à la réception parce que la réponse ne leur plaît pas. Mais dans les commerces, ça arrive souvent là, que les gens ils vont arriver, vont dire c'est donc bien cher chez vous, ou des trucs comme ça, mais ils vont en rajouter, puis la personne n'a rien à voir là-dedans, la commis ou le commis ou la personne qui est au comptoir. Puis elle va comme absorber la violence puis verbale, des fois. Pas plus tard que ce matin, moi j'ai été témoin dans le bus, donc je pense à tous les chauffeurs et chauffeuses de bus. Ouais. C'est qu'il y a une femme qui hurlait des injures dans le bus, c'est un bus très calme d'habitude. Je ne donnerai pas le numéro, mais... Et puis là, elle s'est mise à hurler, et donc je me dis, le chauffeur, il entend ça X fois par jour, est-ce qu'il n'intervient pas? Donc il vit aussi de la violence, lui, même si c'est un petit peu détourné, qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est pas évident à gérer. Donc on voit que ça peut être au niveau interne, entre collègues, entre supérieurs et inférieurs, entre personnes égales. Ouais. Il y a toutes sortes de variantes, on va dire. Ça reste que c'est au travail pour des personnes qui sont au travail à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer chez une personne qui vit de la violence psychologique? Donc, elle peut être psychologique, simplement faire peur en écrasant l'autre. Ça peut être aussi du harcèlement sexuel, c'est de la violence. Eh bien, les personnes vont commencer à avoir des insomnies, vont y penser non-stop. Donc, avant de s'endormir,
en se réveillant la nuit, pendant la journée au travail, est-ce que je vais oser dire ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. En allant au travail, probablement que ça cause aussi un stress, hein, une boule au ventre, ça. Voilà, donc rumination constante, on appelle ça. Des pleurs incontrôlées aussi, parce qu'on est usé nerveusement. Des problèmes de mémoire et de concentration au travail. Parce que dans le fond, ce qui vous occupe dans votre survie face à cette violence, c'est en effet de survivre et d'échapper à cette violence. Maintenant, vous devez faire votre job parce que vous devez gagner votre croûte et payer votre loyer. Donc, vous êtes quand même au travail, mais vous devez subir cette violence, cette souffrance de manière continue. Alors, certains témoins de cette violence ont dit que ça a été jusqu'à devoir être hospitalisé. Il y en a qui ont pu trouver de l'aide avec un programme d'aide aux employés. Certains ont pu ouvrir le débat et discuter en entreprise. Mais c'est toujours très difficile parce qu'il y a toujours des enjeux. Comment est-ce que je vais être vue? Est-ce que, tiens, je suis vue comme quelqu'un de fait parce que je subis la violence de cette personne, alors que dans le fond, j'avais jamais eu ça avant. Avant, j'ai jamais eu peur de personne, mais cette personne-là a su venir me chercher et un petit peu me manipuler et donc me mettre très mal à l'aise. Alors ça, c'est vraiment, évidemment, c'est inacceptable. Hein. La première chose à faire, c'est qu'il faut bien entendu dénoncer. Aller chercher de l'aide au programme d'aide aux employés. Si vous n'en avez pas, allez voir le syndicat. En parler à son trouver la bonne personne. En parler à quelqu'un. Supérieur aussi, mais prenez note des incidents. Alors soyez très documenté dans ce que vous allez dire parce que le supérieur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller vérifier les faits de l'autre côté. Donc il faut vraiment que ce soit très documenté assez rigoureusement pour que lui puisse faire quelque chose. Donc je sais que c'est des moments très difficiles à vivre et donc on n'a vraiment pas envie de documenter à ce moment-là, j'imagine, mais il faut le faire. Il faut vraiment essayer de documenter un minimum de chronologie dans le temps ou aussi dans la gradation des faits. Ouais. Alors, ce qui est positif, c'est que donc il y a moyen d'aller chercher de l'aide, mais c'est surtout qu'en entreprise, l'entreprise se doit de tout faire pour prévenir cette violence, qu'elle soit physique ou psychologique, d'accord? Donc, elle doit tout faire. Et c'est quoi? Donc, vérifier si votre entreprise, ou si elle ne l'a pas fait, c'est pas toujours une volonté, elle a peut-être oublié, elle ne sait peut-être pas, allez voir s'il y a eu un registre avec des incidents. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est fait par département? Est-ce qu'il y a déjà eu de la violence? On va voir ça où, à l'entreprise? Alors, normalement, une entreprise doit avoir un registre des incidents. Ah bon? En tout cas, pour les entreprises qui vivent avec la clientèle, c'est certain, j'en ai déjà vu plusieurs. Et normalement, même pour ne pas le citer, un cégep doit avoir un registre d'incidents de violence, que ce soit professeur, étudiant, employé, etc. C'est documenté, il faut en prendre note, hein, parce que ça peut être des remarques insultantes, ça peut aller jusqu'au coup de poing dans la figure. Hein. Donc, et pire. Donc, c'est important qu'il y ait un registre et de voir si, tiens, dans le fond, dans ce registre, va se dresser une tendance. Ah, c'est toujours au département marketing avec monsieur XY. Oh, tiens, déjà, il y a quelque chose. Mais c'est pas pour le pointer du doigt, ce monsieur XY. C'est peut-être, tiens, lui a un problème, il faut le gérer. Et du coup, en aval, après, on va réussir à gérer les autres problèmes parce que dans le fond, ce gars ou cette femme a un problème. Et du coup, il est, entre guillemets, violent verbalement ou il commet des actions qui ont des conséquences psychologiques. Donc, ces personnes, c'est vraiment bien de déceler grâce à ce registre et avec un peu d'espoir aussi, peut-être même avec un seul incident, de voir si ces gens sont parlables et qu'on peut traiter. Il y a des gens au RH qui s'occupent de gérer des conflits. Ils sont formés pour ça, entre personnel et pour protéger le personnel de la clientèle. À part si c'est une petite entreprise, il n'y a peut-être pas de RH. Non, c'est pour ça que j'en parle. Alors, à ce moment-là, entre vous, essayez de tenir un registre ou essayez de documenter et allez voir une personne de confiance. Voilà, cette personne, depuis qu'il est arrivé ou elle est arrivée, il y a un malaise, il fait des remarques, il ne se rend pas compte, c'est très désagréable, c'est peut-être des remarques graveleuses ou c'est quelqu'un qui a des remarques. Je ne vais pas retomber dans le volet sexiste, mais ça pourrait être une remarque
qui n'a rien à voir avec homme-femme, mais qui a à voir avec toujours la qualité du travail, alors que, par exemple, il n'a rien à dire sur cette personne. Il n'est même pas le supérieur. Donc, vraiment, aller discuter de ça avec une personne digne de ce nom. Il doit aussi vous former, les gens, dans le fond. Et ça se fait quand vous êtes embauché. Quand vous êtes embauché, on vous fait part de la politique de harcèlement, la politique d'inclusion, équité et diversité, etc. Dans tout ce volet éducatif et informatif, on doit vous parler donc de la tolérance zéro, normalement, pour la violence. Et qu'est-ce que vous avez, à quoi, est-ce qu'il y a une petite formation ou est-ce qu'il y a de la documentation? En général, c'est juste un petit pamphlet où vous dites, vous pouvez aller en ligne sur un site de syndicat ou de la Commission du Québec qui s'occupe de santé et sécurité. Donc, ça s'est vu beaucoup dans le passé, puis il n'y avait pas d'intervention, beaucoup de monde souffrait, ça, mais aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qu'on sait, puis toutes les lois qui existent, on ne peut pas permettre ça d'aller au travail puis de subir une quelconque violence. Là. Malheureusement, c'est souvent après qu'il y a un abcès qui est vraiment explosé, qu'on a parlé de certaines choses dans le milieu de la construction, on parle de certaines choses. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait eu le courage de dénoncer pour qu'il y ait de la violence. C'est quelque chose qui vient de France, mais il y a une entreprise qui est très connue pour avoir psychologiquement abusé une entreprise en téléphonie, je ne vais pas citer le nom, qui avait une stratégie vraiment pour user ses travailleurs et les inciter à partir d'eux-mêmes. Et donc, c'était de la violence psychologique programmée. Il a fallu plusieurs suicides pour que, malheureusement, mais le but, c'était quoi? Que les gens s'en aillent plutôt qu'on ait à les mettre à pied? C'était une stratégie de gestion, de management, comme ils disent là-bas en France, de gestion, c'est ça. Et donc, c'était vu comme quelque chose d'extrêmement moderne, à la limite, si tu n'es pas capable de tenir cette pression, tu es comme un peu un déchet et tu sors. Donc, c'est un peu de garder les plus forts, entre guillemets, oui, selon eux. Oui, c'est un petit peu cette vision-là. C'est quand même assez... C'est très, très violente comme vision, absolument. Tout à fait. Machiavélique, presque. Oui, tout à fait, je dois dire. Mais n'empêche que quand vous le vivez, et ça peut être à différents degrés, parce que ce n'est pas aussi extrême et ce n'est pas toujours coordonné, comme cette entreprise-là qui est une énorme entreprise. Mais ça peut être à petite échelle plus difficile à vivre parce que, comme tu dis, il n'y a pas un service RH où il n'y a peut-être pas de syndicat, etc. Donc, peut-être que la seule solution, des fois, c'est de partir. Et il y a beaucoup de petites entreprises un peu partout au Québec, beaucoup de petites et moyennes, mais beaucoup de petites entreprises. Alors, ça existe. Là. Il n'y a peut-être pas des services de ressources humaines partout. Mais il y a toujours les responsables, les patrons doivent être responsables, justement, comme tu disais tantôt, de mettre en place un code, des choses à faire. Et s'il y a quoi que ce soit, ils doivent être ouverts à recevoir les... Voilà. Et surtout, comme tu dis, s'il arrive quoi que ce soit, il doit être ouvert surtout à reformuler la politique, c'est-à-dire à la rendre meilleure, pour s'assurer que les situations ont été prises en compte et que du coup, maintenant, l'entreprise gère encore mieux ça. Oui, c'est à leur avantage. L'entreprise tout à fait, c'est à leur avantage, évidemment. Le climat va être mieux, les gens vont mieux travailler. Ils vont vouloir rester aussi. Exactement. C'est difficile de retenir du personnel. C'est nécessaire de faire ça comme entrepreneur, je pense que c'est un plus. Là. Un simple exemple, ça peut être... il y a eu des intrus dans une entreprise et moi je l'ai vécu, des personnes non désirées, parce que c'est près de la station Berry-UQAM, mais on a toutes sortes de personnes bien pacifiques, mais on a des gens un peu moins pacifiques aussi. Et qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour contrôler les entrées? On ne veut pas que ça devienne une prison où on travaille, mais tiens, peut-être une simple carte magnétique, un code. Est-ce qu'il y a moyen de mettre une petite porte en verre un peu discrète, mais où il y a un petit code? Bon, c'est pas agréable parce qu'on sent un peu comme une entrée d'usine ou de prison. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine pour pas qu'il y ait des traumatismes dans les gens qui travaillent avec la clientèle? Il faut se poser la question. Donc, parce que il y a vraiment une non-tolérance pour les comportements violents. Et donc, on s'attend à ce que la politique soit vraiment bien... préparé par l'entreprise, d'accord?
il faut qu'ils soutiennent ses employés. Quitte à proposer, pourquoi pas, aussi des pères aidants. « Oh, ben tiens, moi j'étais à la clientèle, j'ai vécu... j'ai presque eu un coup de poing, j'ai réussi à désescalader, il m'est arrivé ça. » Et donc, un père aidant qui a vécu une situation peut donner des jeux de rôle pour ses collègues, et une séance de jeu de rôle de 2 heures, il pourra préparer beaucoup mieux. Et du coup, les gens ne vont pas vivre la situation de la même manière, parce qu'ils auront des petits trucs et astuces pour désescalader la situation. Ils seront prévenus de voilà. ça, ouais. Au lieu de faire front, parce qu'on se dit, mais je vais faire face à cette situation, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est votre protection. Exactement. Donc, on désescalade. Oui. Merci beaucoup pour ça. La violence au travail, tu vas avoir mis quelques références, comme d'habitude, sur le sujet, là, dans notre site antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce. Merci, Catherine, pour cette chronique. Merci, Yvan. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. De retour au micro à Folie douce. Qui se donne le mandat d'aller plus loin en révélant le vrai visage de la santé mentale? Nous poursuivons avec l'espresso allongé, Pierre, le sujet que tu as débuté plus tôt dans l'émission, les phobies étranges. Oui, parce que comme on a vu tantôt, il y a énormément de phobies et beaucoup de phobies qui sont très étranges. Et je pense que ça ne mentionne pas le nombre de personnes qui sont touchées. Ça doit être quand même minime. Là, ça doit être minime. Les grandes phobies, l'agoraphobie, tout ça, j'imagine, ça touche beaucoup de gens, mais ces phobies-là, d'avoir peur du beurre... On trouve ça drôle quand on lit ça, mais dans le fond, je me disais, ça ne doit pas être drôle d'être pris avec ça, dans le fond, quand tu y penses. Mais en fait, c'est jamais drôle, une phobie, à bien y penser. Dans le fond, il faut juste pas avoir de beurre dans son frigo. On est correct. Oui. Donc, je continue ma lecture. C'est selon un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Les 10 phobies très étranges que personne ne veut avoir ». J'ai pris ça sur le site Nouveau Moi. Alors, j'étais rendu à ce qu'on appelle la nanopabulophobie. Nanopabulophobie. C'est la peur des nains de jardin à brouette. Ouais. Tu sais, comme on voit là, des espèces de petites sculptures. Des petits nains de jardin. Ouais. Oui. C'est plus très à la mode, mais il y a peut-être encore quelques nains qui se traînent ici et là. Sûrement. On nous dit, avec cette phobie qui touche les personnes ne supportant pas la vue des nains de jardin à brouette, on est proche de ce qu'on appelle la corriganophobie, qui, elle, touche celles qui ont peur des lutins. Il y a beaucoup de nuances dans les phobies des petites choses. Et finalement, il y a la pantophobie. Ça, c'est la peur de tout. Imagine-toi. Ouais. C'est la phobie ultime. On nous dit la phobie qui doit bien gâcher la vie, puisque la pantophobie, c'est la phobie des phobies, la peur de tout. Toutes les phobies précédemment évoquées deviennent, au regard de celle-ci, bien secondaires. La peur d'avoir peur, peut-être? Ça ne va pas être facile à vivre. C'est un peu ça. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « Quelles sont les phobies les plus étranges ?» sur le site Ça m'intéresse, on nous dit il y a l'ophalophobie. C'est cette phobie, tiens-toi bien, qui concerne le nombril, cette partie du corps qui renvoie à la naissance et à des questions existentielles. Il y a l'ailurophobie. Certaines phobiques méconnues, mais néanmoins célèbres, par exemple comme Napoléon ou Louis XIV et Jules César avaient en commun la crainte des chats. Ah! Comment tu l'appelles déjà? C'est l'ailurophobie. Ah! Ouais. C'est drôle parce que le nom, on ne peut pas le savoir. Il n'y a rien qui ressemble à un chat ou félin ou quelque chose. Ouais. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la trypophobie. Se définit comme la peur des trous. Ah. On le dit, c'est la crainte excessive d'objets ou d'images comportant ces formes géométriques à répétition, comme sur les nids d'abeilles, par exemple, ou sur la mousse d'une éponge. Vous avez peur d'être observé par un canard, vous êtes sans aucun doute ce qu'on appelle un anatidaéphobe. Anatidaéphobe. Un canard et non pas un connard. Non. Il y a aussi ce qu'on appelle la nomophobie. C'est celle qui est liée à la peur d'être séparé de son téléphone portable. Ouais. Imagine-toi. Donc, c'est relativement récent, j'imagine. Mais il y a des gens qui paniquent là, s'ils ne trouvent pas leur téléphone ou s'il y a une panne ou quelque chose comme ça. Ah, oui. Il y a, ensuite, il y a de nombreux enfants en bas âge qui vivent avec ce qu'on appelle la lacanophobie. C'est la phobie des légumes qui énerve bien souvent leurs parents. Tu sais, comme quand on leur dit mange ton brocoli. Non, j'ai une phobie contre ça. C'est peut-être une excuse finalement pour pas manger. Mange tes épinards. C'est ça, tu vas être fort. Tu sais. Ouais. C'est ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la pogonophobie.
Donc ça, c'est la personne qui est pogonophobe, c'est la personne qui a une peur maladive des barbes et plus généralement des poils. Georges Feydeau, né le 8 décembre 1862 à Paris et décédé le 5 juin 1921, fut un auteur dramatique, peintre et collectionneur d'œuvres d'art français, et il était photophobe. Il ne supportait pas la lumière du jour et ne sortait de chez lui que la nuit. La peur du noir, qu'on appelle la nyctophobie, est néanmoins plus répandue. Et surtout chez les jeunes, très jeunes, là, les jeunes ont peur du noir souvent. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens, oui. Ouais. On nous dit que vous prenez 3 douches par jour. Peut-être faites-vous partie des bromhydrophobes qui fuient les odeurs corporelles. Il y a ensuite ce qu'on appelle, tiens-toi bien, la bananophobie. C'est quoi d'après toi? Ça n'a pas rapport avec la banane, probablement? Absolument pas. Oui, je suis obligé de te contredire parce que ça existe et c'est la peur des bananes. OK, donc c'est à peu près la seule phobie qui me disait quelque chose. Alors, on nous dit la chanteuse française Louane en souffre et elle n'est pas la seule. Cette peur pourrait provenir d'un traumatisme lié à l'enfance. Chez certaines personnes, il y a la basophobie. C'est la peur de marcher ou de tomber par terre. Elle développe une angoisse qui les met dans l'incapacité de se déplacer. Contrairement à ce que l'on pense souvent, cette peur ne concerne pas que l'enfant. Il y a aussi la carminophobie. C'est la crainte exagérée de flatuler. Imagine-toi. Ah bon? Qui peut prendre tout le monde, peut-être dans les théâtres ou des choses comme ça. Oui, c'est dans un ascenseur, par exemple. Alors, il existe une large source de phobie digestive, l'apopatodiapulatophobie, et par exemple, la peur d'être constipé. Ça, je ne le répéterai pas. Non, c'est difficile à dire. Il y a la misophonie. C'est cette fois une aversion à certains bruits spécifiques produits par une autre personne, comme par exemple les raclements de gorge, la respiration sonore, la mastication, etc. Au moment de Noël, il est fréquent de faire une petite crise de syngénésophobie. Ça, c'est la phobie de la famille et c'est généralement une peur passagère. Alors, je m'arrête ici, Yvan. Il y en a plusieurs autres. Peut-être que j'y reviendrai un jour. Oui, puis on laissera les références sur notre site antenne.qc.ca pour ceux qui veulent aller lire, à mentionner à Folie Douce. Donc, les phobies étranges. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer cet épisode de Folie Douce, je veux te remercier, Pierre, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Je te remercie aussi pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, des phobies étranges. Oui. On a vu qu'il y en a des vertes et des pommures, comme on dit. Il y en a beaucoup. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Nectaria Nikolakakis, nous a parlé du stress vécu en milieu professionnel. Il y a une nouvelle loi à ce sujet, justement, en vigueur. Alors, c'est un sujet fort intéressant et à suivre. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Son sujet, la violence au travail. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.